On embraye sur l'intervention suivante. Souvenez-vous, hier, Pascal Ferrari nous a montré une carte de la Suisse qui montrait les 3 régions linguistiques. Et il y avait un canton qui était coupé en 2 entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Et c'est là qu'on va à présent, à Fribourg, avec vous. Et je crois que votre groupe est une belle illustration de cette pluralité linguistique. Voilà. Les accents également. Voilà. C'est à vous. Eh ben, bonjour à tous. Je suis Frédéric Perret, infirmier en psychiatrie de l'âge avancé au sein du réseau fribourgeois de santé mentale, donc les centres hospitaliers psychiatriques du canton de Fribourg. Je suis accompagné de mes 2 collègues à l'initiative du projet que nous allons présenter aujourd'hui, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sophie Bapp. Je suis infirmière clinicienne spécialisée, aussi appelée infirmière de pratique avancée. Et puis, j'accompagne ce groupe de travail justement dans le projet d'implantation des espaces time-out qu'on va vous présenter là maintenant. Bonjour, Sonia Ebi, infirmière clinicienne. Alors moi, je suis la collègue germanophone et puis je donne mon mieux pour présenter notre concept qu'on a implémenté. Bon, tout d'abord, merci à vous pour votre présence aujourd'hui, pour nous offrir la possibilité de vous présenter notre projet. L'implantation des espaces time out, est-ce que c'est à main levée rapidement une notion qui parle déjà à quelqu'un dans le domaine de la psychiatrie? C'est assez léger, mais c'est bien, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc l'implantation des espaces time out, un outil du soin intensif en psychiatrie qui vise une approche collaborative et innovante pour répondre aux besoins spécifiques des personnes hospitalisées au sein du RFSM. Donc c'est un titre un peu long, mais on pourrait y retenir 3 concepts clés qui ont guidé nos recherches. Tout d'abord, les soins intensifs, puisque notre démarche s'inscrit vraiment dans le cadre des prises en charge des patients en situation aiguë. Donc on parle de patients qui présentent des décompensations psychiques importantes. Dans toute spécialité, et notamment dans notre domaine de la psychiatrie, le patient doit être acteur de sa prise en charge et cela nous amène au deuxième concept important, une approche collaborative. Nous avons voulu vraiment dans notre projet mettre au cœur de celui-ci les patients, leurs proches, toujours en collaboration avec l'équipe soignante, mais de manière à pouvoir vraiment recueillir leurs envies, leurs besoins, leurs avis sur le projet, de manière à y répondre au mieux. Ce qui nous amène au dernier point, les besoins spécifiques, puisque nous souhaitons proposer une offre de soins qui répond à chaque patient de manière individualisée et pouvant répondre de manière personnalisée, peu importe le type de problématique du patient ou le type de soins d'unité dans lequel il se trouve. On souhaite vraiment pouvoir proposer un outil qui sera adapté et puis surtout adaptable au fur et à mesure de son utilisation. Pour repositionner un petit peu le contexte qui nous a mené à ce projet, des études ont démontré qu'au sein de notre réseau de santé, on fait face à une forte croissance des demandes de soins auxquelles il faut répondre. On a d'ailleurs l'année dernière ouvert une nouvelle unité permettant de désengorger un petit peu les unités actuelles. Mais cette augmentation croissante nous entraîne à faire face aussi à de nombreuses crises au sein des unités de soins auxquelles il faut répondre. Pardon, je me suis perdu dans mes explications. Des unités de soins, il faut les désengorger. On fait face à de plus en plus de situations de crise qui créent de nombreuses tensions, que ce soit pour les soignants qui interviennent au quotidien, pour les patients, les patients qui évoluent également dans les unités. Et cela entraîne une augmentation des mesures que l'on connaît tous, des mesures sous contrainte. J'entends par là l'utilisation des interventions médicamenteuses, les contentions, qu'elles soient physiques, chimiques, l'utilisation des chambres de soins intensifs, des soins qui nous permettent de répondre au mieux aux états de crise, mais qui en aucun cas nous permettent de les prévenir. On a donc fait le constat qu'on manquait fortement d'anticipation face à ces situations. Et pour cela, cela nous amène à penser à de nouvelles interventions non coercitives, comme les espaces time out, pour pouvoir proposer des prises en charge
plus individuelles qui répondent vraiment aux besoins du patient, pouvoir anticiper leur mal-être et y répondre avant de faire face à une situation de crise. Donc les espaces time-out que l'on peut traduire par des espaces de temps calme, si on peut en donner une définition, cela représente des salles d'apaisement que le patient dont le patient bénéficie pour pouvoir se retirer temporairement et de manière volontaire, accompagné ou non d'un soignant selon la situation, afin de pouvoir se calmer dans un contexte de pré-crise. Cette solution va permettre aux patients de pouvoir s'isoler, effectuer un retour au calme, pouvoir gérer une angoisse, diminuer son niveau de stress, d'anxiété, de pouvoir également se défouler physiquement ou psychiquement dans le cadre d'une surcharge émotionnelle. Et ainsi, en traitant les facteurs précoces d'un état de crise, cela va nous permettre, nous, en tant que soignants, de prévenir l'escalade comportementale amenant à une situation de crise aiguë. Pour débuter et mener à bien ce projet, on a réfléchi à l'objectif final que l'on voulait atteindre au sein de nos unités, c'est-à-dire améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Et puis on peut également parler de sécurité des soignants, qui reste toujours un enjeu important dans le domaine de la santé mentale. Pour atteindre cet objectif, il nous a semblé important de remettre 2 points en lumière, notamment l'aspect soins intensifs, puisqu'il a fallu vraiment qu'on se positionne en tant que tel pour pouvoir évaluer au mieux les besoins des patients en situation de crise. Deuxièmement, toujours en lien avec l'approche collaborative, il nous a trouvé important d'intégrer les patients et leurs proches dans le projet, de manière à favoriser la compréhension et l'utilisation de ces nouveaux espaces. Pour nous structurer dans la mise en place du projet, nous avons utilisé un process model, alors excusez mon anglais, appelé Knowledge to Action, que l'on peut traduire par des connaissances à l'action. C'est un procédé qui a été mis en place en 2006 par le Dr Graham, spécialisé dans la méthodologie et la mise en œuvre de projets au sein des structures hospitalières. Vous pouvez voir sur le schéma au niveau de la structure de cette méthodologie, au centre un entonnoir qui va représenter une première partie qui correspond à toutes nos recherches, la création de connaissances. Puis un cycle d'action divisé en 7 sous-étapes qui traduisent différentes actions qui vont permettre de passer vraiment de la théorie à la mise en pratique. Alors, on va se concentrer sur la première étape de ce cycle, l'identification du problème. Cette étape va permettre de faire une vraie étude sur les différences entre les pratiques déjà en place et les pratiques que l'on voudrait, les pratiques souhaitées. Ça nous permet de définir un écart entre les théories, la recherche et les connaissances que nous avons pu réunir et vérifier leur faisabilité sur le terrain. Dans notre cas, pour l'utilisation des espaces time-out au sein du RFSM, on est parti déjà sur une réflexion concernant la cible de notre projet. On s'est vite rendu compte que notre projet allait concerner toutes les unités de soins intensifs de notre réseau. Donc, à savoir 3 secteurs principaux, l'adolescence, l'âge adulte et la personne âgée. Dans notre situation actuelle, on voit qu'il y a une désharmonisation au niveau de l'accessibilité de ces espaces, puisque des unités en bénéficient déjà, tandis que d'autres en sont totalement dépourvues. Donc il y a un fort enjeu à ce niveau-là, puisque cela provoque une inégalité dans l'offre de soins et la qualité des soins que nous pouvons proposer. Donc notre projet va permettre de réintégrer toutes ces unités, l'ensemble des unités dans le programme d'implantation, de manière à pouvoir proposer ces espaces aux unités qui en sont dépourvues et de revisiter et améliorer les espaces déjà en place au vu des nouvelles connaissances que nous avons établies. C'est un enjeu majeur, parce que pouvoir proposer ces espaces à toutes les unités va permettre d'harmoniser nos prises en charge, d'offrir une qualité des soins adaptée à tous. Et l'objectif est également de pouvoir proposer aux soignants un outil facile à adopter et qui va pouvoir être utilisé de manière efficace et durable dans le temps.
si on ne répond pas à cette problématique, d'après les sondages qu'on a pu faire auprès des unités, on voit que on fait face à une réelle frustration, que ce soit de la part des soignants ou de la part des patients qui communiquent beaucoup entre eux et qui ne bénéficient pas des mêmes soins dans chaque unité. Pour le deuxième cycle d'intervention, je vais laisser la parole à ma collègue Sonia. Alors, la deuxième étape, le prochain pas dans ce processus d'implémentation, après avoir défini le problème et d'avoir fait la recherche théorétique, il faut l'adapter au setting, au contexte du RFSM, de l'institution. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le concept time-out ou comment on aimerait le mettre en place chez nous? Le time-out, mot à mot, c'est une interruption du temps qui est parfois nécessaire pour permettre aux patients dans une institution de se calmer et de respirer. Un espace time-out est un espace qui doit fournir à un patient un environnement confortable et apaisant dans le cadre d'une approche positive et d'un soutien psychologique approprié. Alors, c'est important que ça offre un environnement sécurisant et temporaire pour les personnes ayant des problèmes de comportement ou des tendances agressives. Il s'agit alors d'une proposition pour la gestion de crise. La crise qui est caractérisée par un débordement des structures de contrôle de soi qui amène des comportements type de désinhibition. Alors l'espace time-out doit permettre finalement l'externalisation du sentiment de tension interne de ces émotions fortes nées à la phase de l'intensification. Et le but, c'est que le patient, les gens, arrivent à reprendre un contrôle sur cette pulsionalité agressive ou autre, au plus vite possible, de trouver des stratégies. Mais même après la situation de crise ou après la stabilisation, c'est important qu'il puisse mettre du sens sur ce qui s'est passé pour son propre processus d'apprentissage. Alors, on a développé chez nous des propositions d'intervention non médicamenteuses en alternative des mesures coercitives. Les objectifs, alors je résume un peu, c'est finalement, avant tout, ça doit permettre à la personne et à son environnement de ne pas se mettre en danger et de retrouver un état d'équilibre, comme on avait déjà dit. Et puis, l'essentiel, c'est la prévention de la gestion de crise afin d'aider le retour au calme en cas de surcharge sensorielle et de symptômes envahissants. Et ça vise également de réaliser une évaluation privilégiée et sensorielle de la personne ou de l'aider à mieux appréhender son environnement et ses symptômes. Et là, vous voyez ces trois piliers qu'on a définis chez nous, le calme-retrait, l'apaisement et le défoulement. Alors par la suite, on a aménagé des salles, on est en train de le faire aux unités. Des outils qu'on peut mettre pour le calme-retrait, par exemple, c'est les unités qui décident par la suite, c'est des transats, on peut mettre des mandalas, de la musique. Pour l'apaisement, relaxation aussi, tapis au sol, un siège maçon. On aimerait mettre l'aromathérapie, l'acu-détox. Et pour le défoulement, il y a la possibilité de mettre un punching ball, un vélo d'apportement et aussi de la musique, bien sûr. Il y a des différentes possibilités qui peuvent être décidées. Les conditions pour ces espaces time-out, alors c'est déjà la liberté d'aller et de venir. Alors c'est un libre choix pour les gens de l'utiliser, soit ils aimeraient essayer ou pas finalement. En volontariat, partenariat et
Une condition, c'est aussi la sécurité des personnes accompagnées en chambre. Vous voyez là, cette utilisation, on le met en place dans trois phases. La première phase, c'est l'évaluation du besoin par avant de la chambre time-out. Alors, on fait visiter la pièce, si possible, déjà à l'admission du patient. On lui explique l'outil, alors les objectifs, les effets attendus, l'utilisation de cet espace. On les introduit dans cette utilisation de la chambre dans un objectif commun patient et équipe médico-infirmière. Et avant l'utilisation, bien sûr, ça serait important que le patient lui-même définisse ses propres buts et qu'on clarifie avec lui la durée et la fréquence de cette utilisation. Dans la phase 2, l'accompagnement durant l'utilisation de la chambre time-out, il faut convenir la durée. Il faut définir si le patient aimerait rester seul, il arrive à rester seul ou est-ce qu'il aimerait la présence infirmière ou si selon l'évaluation infirmière avec lui. Et l'attente, bien sûr, du patient envers l'infirmière durant la séance. Et la phase 3, l'évaluation de la chambre time-out, alors après l'utilisation, on l'évalue en fonction de ses objectifs par rapport de la chambre. Est-ce qu'il a des besoins supplémentaires? Est-ce qu'il aimerait poursuivre cette utilisation de cet espace ou pas? On se renseigne sur l'efficacité subjective en fonction de ses objectifs qu'il avait mis en place par avant. On demande des commentaires sur l'utilisation de l'espace. Et à la fin, on laisse une trace dans le document du patient. La prochaine étape pour intégrer l'équipe, c'est l'analyse du contexte. Alors, on a intégré l'équipe pour évaluer les obstacles et les facilitateurs à l'utilisation du time-out. On a utilisé le Zephyr Card Game, un outil utilisé pour simplifier l'utilisation du Zephyr, qui est modèle complexe, qui définit des différents domaines pour l'implantation d'un projet. Et on a choisi des différents construits et créé des questions pour l'implantation des espaces time-out aux unités. Alors, on a formé des groupes de travail et puis on a pris ce jeu pour discuter autour des différentes questions ou des différentes cartes qui visent à identifier ce qui peut influencer l'implantation du projet. On vous montre un exemple concret de la manière qu'on a utilisé les données issues du jeu. Alors là, il y avait une question, comment peut-on adapter cet espace aux besoins spécifiques des patients? Est-ce qu'il faut des ajustements? Et puis, les groupes de travail, les collègues, ils ont discuté les besoins des patients, l'adaptabilité, et ils ont nommé des stratégies à suivre. Alors, à la fin ou par la suite, avec ces groupes de travail, on avait des priorités en fonction du potentiel de changement et du potentiel d'importance qui a été défini lors de ce Zephyr Card Game. Et les trois priorités qu'on voit ici, c'est les besoins des patients, l'adaptabilité et l'implication des utilisateurs. Et c'est Sophie qui va vous expliquer un peu plus loin.
Donc, je vais poursuivre avec les stratégies d'implantation. Donc, c'est vraiment ces stratégies qu'on va mettre en œuvre pour justement favoriser l'adoption des espaces time-out. Bon, là, vous allez comprendre les différences d'accent aussi qu'on a dans notre groupe. Donc, voilà. Là, c'est donc pour vous communiquer ces stratégies-là, on a choisi un modèle logique pour vous présenter de quelle manière on a réfléchi pour arriver justement à nos stratégies prioritaires, à savoir que je ne vais pas vous le détailler en détail, non, mais c'est vraiment pour avoir cette idée de comment on a pu le faire. Donc tout d'abord, on a vraiment ces déterminants du CEFIR, donc avec nos priorités qu'on a identifiées, donc comme l'a dit Sonia, donc l'adaptabilité, le besoin des patients, et puis aussi l'implication justement de ceux-ci. Et donc, ces priorités ont induit après des stratégies qu'on a discutées justement ensemble. Et ces stratégies sont vraiment en lien avec nos priorités qui ont été définies, nos barrières qui ont été définies. Et donc, on a 5 stratégies. Et avec ça, on a également mis les mécanismes, donc comment ça fonctionne, comment ces stratégies fonctionnent, pour qu'on ait vraiment un explicatif et des moyens aussi de se rendre compte de comment on a pu réfléchir autour de ces stratégies-là. Et puis, pour arriver finalement à nos résultats attendus, ce qu'on essaye d'atteindre. En termes de stratégie, donc il y en a 5, comme je l'ai dit. Donc la première stratégie, je vais vous la détailler tout à l'heure. Donc on est vraiment dans l'implication des patients et des proches pour favoriser l'appropriation du projet. Mais on a aussi une stratégie dans le but de préparer les bénéficiaires à être des acteurs actifs. C'est un peu ce qu'a pu expliquer justement Sonia dans tout ce processus qu'on a dans l'accompagnement du patient lorsque justement il est admis dans l'unité de soins, la présentation, enfin toutes ces choses-là, plutôt résultat patient donc. Ensuite, il y a le partage des connaissances. Et là, l'idée, c'est vraiment d'intégrer aussi toutes les parties prenantes, donc les soignants, mais pas que, l'équipe interdisciplinaire, dans tout ce projet. Et puis, qu'ils puissent vraiment être au courant de ce qui se passe, leur communiquer, rendre visible aussi ce projet-là. Et puis, l'idée, c'est de leur faire visiter les espaces, des moments d'information et aussi des échanges réflexifs, par exemple, lors des colloques hebdomadaires que nous avons pour discuter autour justement des patients, des résultats, enfin des bénéfices également qu'on peut voir lorsque la personne peut bénéficier de ces espaces. Enfin, il y a vraiment une idée aussi de pérennité là derrière, donc pour qu'on suive aussi sur le long terme ce projet et pas que c'est un projet qui se perde finalement parce qu'il n'y a pas de choses qui est dans le suivi, la continuité. Il y a le préparer les référents, donc ces personnes qui font partie du groupe de travail, qui sont vraiment les personnes clés aussi pour l'impulse, pour motiver les équipes. Et puis, l'idée, c'est de les soutenir quand même là-dedans, parce que c'est un rôle qui est important. Et donc, il y a vraiment des temps en fonction de leurs besoins qui peuvent être faits avec moi-même, typiquement, pour discuter de ce qu'ils attendent et puis leurs difficultés qu'ils ont rencontrées sur le terrain, dans les explications, dans les visites et autres. Et puis, tout ça, donc tout cet engagement de toutes les parties, ça aussi pour l'idée de promouvoir l'adaptabilité, de prendre en considération leur perception, leurs besoins, et puis favoriser toujours la flexibilité de ces espaces et de réadapter également en fonction de si les besoins sont présents ou pas. Ensuite, concernant nos stratégies, donc, on a décidé d'introduire nos challenges à l'implantation, nos construits dans le CEFIR ERIC. Donc, c'est un outil en fait qui a été développé par des chercheurs et qui vise finalement à aider les praticiens, mais aussi les chercheurs, à identifier des stratégies d'implantation en fonction justement des construits clés prioritaires qui sont identifiés. Et puis d'avoir les stratégies les plus adéquates possibles. Et puis comme on peut le voir, on n'est pas si faux que ça. Donc on a vraiment les stratégies qui ont découlé de nos discussions du CEFIR Card Game. C'est vraiment les mêmes stratégies, donc dans les premières qui sont identifiées aussi par ce groupe de chercheurs. Donc c'est vraiment un document qui va générer automatiquement des stratégies en fonction des barrières identifiées. Et puis là, je ne vais pas vous détailler du tout dans l'ensemble, c'est juste pour vous présenter que finalement, chaque stratégie, elle a été vraiment reportée de manière précise, spécifique. Le but, c'est que c'est pour qu'on ait vraiment un document qui justifie donc pourquoi il y a ces stratégies qui seront mises en œuvre ou qui sont mises en œuvre, qu'on ait vraiment quelque chose de clair. Et puis aussi pour favoriser le scale-up dans les autres unités, et puis qu'ils puissent avoir vraiment un document sur lequel se reporter pour répliquer les stratégies, après en fonction aussi toujours de leurs besoins à eux et puis de leurs demandes.
Et là, pour décrire plus précisément donc l'implication des patients et des proches, comme nous on l'imaginait, donc c'était vraiment pour objectif donc d'impliquer les patients et les proches dans la phase d'implantation pour favoriser l'adhésion et l'appropriation des espaces time-out. Donc on avait vraiment des actions clés comme ça, donc des sessions de découverte avant l'ouverture officielle. Le but c'était vraiment de recueillir toutes les informations et puis les perceptions des patients, de leurs proches pour justement adapter avant l'ouverture officielle et puis qu'on puisse vraiment, avec leur collaboration, rendre l'outil le plus proche de leurs besoins et des pratiques. Et puis, en termes d'acteurs impliqués, donc on avait vraiment les référents, les ICLS, dont moi-même, et puis aussi d'autres facilitateurs qui pouvaient vraiment nous aider. Typiquement, là, il y a les IQ, donc c'est les infirmiers chefs d'unité de soins, et puis ils ont aussi ce rôle comme ça de favoriser l'ensemble des projets au sein de leurs unités. Et puis, les bénéficiaires, c'est les patients, les proches. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux dans ces aménagements de ces espaces. Et puis, le but, donc on veut vraiment les engager pour favoriser l'adhésion et puis la durabilité. Et également, pourquoi pas aussi envisager par la suite, en fonction de comment on pourra le faire, mais ça, on va plutôt le discuter par la suite, donc nos forces, nos faiblesses de ce projet, mais une approche comme ça participative pour optimiser l'efficacité clinique avec des impacts attendus en termes d'adoption, d'ajustement en fonction des besoins et puis de meilleure acceptabilité clinique. Et là, je vais non plus pas vous le détailler, mais c'est vraiment sur ces prochains mois comment va fonctionner le groupe de travail et puis tout ce que, les différents rôles aussi au sein du groupe. Toujours une personne qui à certains moments est plutôt référente, à un autre moment est plutôt informée, consultée ou alors qui doit approuver les différentes étapes. Donc on avance gentiment mais sûrement. Quoique, je suis un peu pressée, honnêtement, pour la suite du projet, mais bon. Et ensuite, concernant l'évaluation des résultats et puis la pérennisation, donc là, en l'occurrence, dans le groupe dans lequel on travaille actuellement, on n'est pas encore à ces étapes-là. Par contre, on a déjà réfléchi à quels indicateurs allaient être pertinents pour monitorer justement les résultats. Donc, on a différents résultats attendus, mesurables en termes de structure, de processus et puis de vraiment résultats. Et voilà, je ne vais pas vous le détailler davantage, mais vraiment en fonction des questionnaires qui seront proposés et autres, on aura aussi ces informations-là qui seront davantage mesurables et identifiables. Et pour la pérennisation, là, je me suis un petit peu amusée. Il y a le Change Model du NHS qui ont développé aussi des outils pour favoriser la pérennisation des projets. L'outil, c'est un peu compliqué entre-temps, mais en fonction de ce qu'on a déjà pu mettre en place, qu'on a déjà pu discuter, on peut voir que finalement, on a comme ça des éléments encore sur lesquels on doit travailler pour pérenniser ce projet. Et puis pour terminer, donc on a un projet avec un certain nombre de forces, mais aussi des faiblesses, avec des opportunités tout de même, et puis des menaces. En termes des forces, donc on a vraiment une approche qui est innovante, qui engage les parties prenantes de toutes sortes, qu'on soit du patient aux proches, mais aussi aux soignants, à l'équipe interdisciplinaire, avec des outils structurés. En termes de faiblesse, c'est que nous, on avait quand même cette idée, surtout en réfléchissant pour cette rencontre, c'était d'intégrer, pourquoi pas, des pairs praticiens dès le début du projet, pour favoriser justement dès le départ l'adaptation et puis leur implication, mais en absence de cadre légal sur notre canton, malheureusement, pour l'instant. On espère que ça va changer, hein, Stéphane. On vise quand même à pouvoir les intégrer pour, un jour dans nos projets pour qu'on puisse améliorer l'adaptabilité et tout ça. Et en termes d'opportunités, donc on espère s'ouvrir sur des recherches participatives par la suite, justement, dans ce contexte-là, avec l'augmentation de l'intérêt, de la qualité de vie, d'autres perspectives et puis l'augmentation de l'engagement. J'arrête, c'est ça? Non? Vous êtes tout à fait dans les temps. Je peux vous laisser encore 2 minutes. Oh! Bravo. Mais j'ai terminé, je pense. Je vais m'arrêter là. Très bien. Comme ça, c'est parfait. Je ne sais plus où j'en suis de toute façon dans mon saute. Et voilà donc nos références on a utilisées pour ce projet. Et puis, merci à tous. Merci pour votre présentation avec tout
toute cette richesse dans la méthodologie qui est vraiment extrêmement intéressante. Et c'est vraiment un bel exemple de recherche appliquée aussi, où les bénéfices et le réinvestissement de la recherche sont par nature immédiats. Et on sera très curieux assez rapidement d'avoir aussi la suite de vos résultats, de pouvoir les connaître également. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos collègues? Oui. Un, deux, un, deux. En fait, moi, je serais curieuse de savoir, comme je suis père aidante familiale professionnelle, du coup, comment ça s'est passé dans l'engagement des proches et les proches, comment ils sont définis? Est-ce que vous demandez au patient quel proche dans sa famille? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs proches? Est-ce que c'était plus de la fratrie, des parents? Voilà. Et merci pour cette initiative qui est très inspirante. Mais de rien, merci pour la question. Donc, ça n'a pas encore commencé, ces moments justement de découverte. On va commencer, je l'espère, une fois que nos espaces seront plus ou moins opérationnels, dans l'idée qu'on puisse toujours adapter. Parce que voilà, on a mis en termes de délai, mais ce sera probablement plutôt juin. Et c'est encore vraiment à définir de quelle manière on va les intégrer. Après, l'idée, c'était vraiment de le faire en partenariat avec le patient et puis d'inclure les proches. Mais après, dans quel registre, comment exactement, c'est pas exactement encore défini, mais on va prochainement le faire et puis on va publier. Donc il y aura des suites à ça et vous pourrez avoir plus d'informations pour la suite. Merci beaucoup pour votre intervention qui, tout d'un coup, ouvre tout un champ de réflexion par rapport aux chambres d'apaisement. Moi, je suis Linette Edokmo, je suis pédopsie. Et j'étais fort intéressée de savoir un petit peu comment vous avez, ce que vous prévoyez. Est-ce que c'est des salles qui seront à proximité des lieux d'hospitalisation ou c'est carrément un autre lieu dédié et avec un accompagnement du patient ou bien vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape-là? Mais sinon, bravo pour cette initiative. En tout cas, moi, ça réveille l'humain, le côté humain, parce que entrer en psychiatrie, c'est pas évident. Être hospitalisé, encore moins. Et soigner les personnes qui sont dans la souffrance mentale est très compliqué. C'est pas si facile que ça. Et je vous remercie tous pour vos interventions. Merci. Mais alors, donc, pour ces espaces, ils sont clairement au sein des unités mêmes. Et puis, il y a vraiment l'idée de pouvoir, comme l'a expliqué Sonia, d'aller, venir dans ces espaces, accompagner ou pas, ça dépend vraiment du besoin du patient. On s'adapte à ce que lui, il attend vraiment de ça, vraiment. Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement extrêmement claire et on voit bien toute la méthode et puis l'ambition du projet et les enjeux. J'aimerais juste attirer sur un point de vigilance, mais vous avez parlé de la question du rôle d'accompagnement de ça, mais aussi de l'importance de l'évaluation en amont et après, qu'est-ce qu'on en fait. Le point de vigilance, c'est parce que je pense à des pairs avec qui je travaille qui diraient là tout de suite, en fait, je parle en son nom, mais enfin voilà, qui dirait, mais en fait, on est en train d'essayer d'évacuer les émotions négatives qu'on a pour que ça se passe au mieux. Alors ça, c'est tant mieux pour éviter qu'il y ait la colère, mais l'émotion négative, et notamment la juste colère, permet aussi le rétablissement. Et ça sera super important pour moi que, évidemment, c'est hyper important d'avoir ces espaces-là, mais qu'on en fasse quelque chose et surtout qu'on se pose aussi la question, qu'est-ce qui a provoqué à un moment donné ces émotions ? Puisqu'il y a quand même tout un tas de choses iatrogènes dans l'hôpital, mais aussi des postures de soignants, dont on ne se rend pas toujours compte parce que c'est toujours bienveillant au départ, mais qui peuvent en fait entretenir cette question-là. Voilà, c'est juste. Mais je me réjouis que la Maury est sur les suites, c'est-à-dire plan crise conjoint, parce qu'à partir de ça, qu'est-ce qu'on en fait pour sortir ? À fond. Justement, c'est vrai que l'expression des émotions est très importante dans le rétablissement, mais cet outil va pouvoir permettre de cadrer un petit peu cela avec l'accompagnement d'un soignant et pas justement laisser le patient seul face à ces difficultés et de manière à éviter ensuite des mesures un petit peu plus contraignantes comme une soins intensive ou autre.
ça reprend aussi tous ces échanges réflexifs qu'on aura par la suite dans le suivi. Et puis justement, ça sera typiquement une discussion qui peut avoir lieu par rapport à cette thématique-là lors de nos échanges en équipe inter ou autre, même avec les soignants. Les dernières questions rapides. Oui, moi je voudrais bien être au clair. Ici, cette pièce-là tombe hors de mesure de contrainte, c'est ça. Hein? Donc le patient, il peut sortir de cette pièce au moment qu'il veut. Mais vous n'avez pas encore commencé, c'est ça? Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, moi je suis dans notre hôpital au Luxembourg, au CHNP à Ettelbruck, je suis l'indicateur des mesures de contrainte. Et ceci, c'est une excellente alternative. La seule difficulté qu'on a chez nous, parce qu'on a déjà essayé, pas d'une manière si scientifique que ça, mais on en parle déjà longtemps et certains sont proactifs, donc ils ont fait une pièce dans l'unité, à l'improviste un petit peu, hein, je vous reconnais, et régulièrement, ça ne marche pas trop bien parce qu'on ne sait pas à quel moment qu'on va aller avec le patient dans cette pièce-là. Soit on est déjà trop tard, soit on est trop tôt. C'est un peu la difficulté, en fait. Mais le terme time out, il est utilisé à tort et à travers pour tout. Et donc, je voulais être sûr, parce que chez nous, on dit parfois, on met un patient dans le time out, qu'on parle d'une chambre d'isolement, c'est aussi un time out. Ou autrement, on connaît, je pense que beaucoup de gens dans la salle ici connaissent une pièce snoozelen, qui n'est pas ça non plus. Et donc, l'idée, c'est de définir bien les locaux, les différents locaux, qu'est-ce qui sert à quoi. Et voilà, je voulais quand même mettre ça un peu au clair. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la suite de votre projet pour voir si cette pièce diminue effectivement l'indicateur de l'agressivité et l'utilisation des chambres d'isolement. Alors déjà, c'est effectivement pas du tout une mesure limitative de liberté. Donc on est vraiment dans ce aller-venir volontariat. Et puis par rapport aux autres questions, eh ben, on a déjà en fait des espaces qui sont implantés ailleurs. Et puis nous, notre idée en fait, c'était vraiment de continuer ces implantations et de le disperser en fait dans les autres services qui en bénéficiaient pas. Et puis ce qu'on a mis en place et qu'on est vraiment encore en train de développer là maintenant tout de suite, c'est vraiment d'avoir des indications, des contre-indications, que ce soit vraiment hyper clair en fait pour la personne soignée, mais aussi pour le soignant, à quel moment il peut justement aller ou dans ces espaces, pourquoi, comment, et puis qu'on puisse le suivre au mieux là-dedans. Après, c'est vrai que aussi dans le protocole entre guillemets d'utilisation des espaces time-out, il y a déjà cette visite dans l'espace avec toute l'explication qu'il y a autour. Et il y a également pour les unités qui bénéficient de chambres de soins intensifs une visite de l'espace soins intensifs, vraiment de cette chambre, pour qu'il y ait vraiment une distinction entre les deux lieux, pour qu'on ne soit pas vraiment pas dans l'amalgame de ces deux espaces-là. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Désolé, je vous laisserai poursuivre les échanges ensuite.